Il existe deux méthodes pour gagner sur les marchés. La première, c'est d'acheter et d'attendre sagement, souvent très longtemps. Et la deuxième, c'est de tenter des opérations d'achat-revente dans le but de réaliser un profit. Bien sûr, ce profit se fera au détriment des autres acteurs du marché, et comme personne ne veut perdre de l'argent en trading, il faudra forcément avoir un avantage compétitif. En clair, il faut réussir à trouver un pigeon qui va faire des erreurs et nous donner son argent. On va aller regarder ça dans cette vidéo. Le tout premier cas de front-running remonte au 19e siècle. Il était réalisé par Nathan Mayer Rothschild, un membre de la famille Rothschild, famille très connue qui est aujourd'hui très puissante, qui ont énormément d'argent, donc on voit que depuis des siècles, ils étaient déjà dans le coup, ils étaient déjà dans le business. La scène se déroule le 18 juin 1815. C'est la bataille de Waterloo, bataille décisive entre les Français et le camp britannique. Mais Nathan et tous les autres courtiers de l'époque sont dans la salle de marché et n'attendent qu'une seule chose, de connaître l'issue de la bataille, qui déterminera si oui ou non leurs produits financiers vont prendre ou baisser en valeur. Tout le monde avait un système de communication pour lui indiquer l'issue de la bataille. Mais Nathan, lui, avait une meilleure idée. Il a décidé de mettre en place un système de pigeons voyageurs, dans le but d'avoir l'information avant tout le monde. Évidemment, les autres courtiers étaient au courant, ils savaient que Nathan avait cet avantage compétitif. Ils savaient que Nathan allait pouvoir prendre sa décision en premier, et ils allaient devoir ensuite suivre ce mouvement. Ce qu'a fait Nathan, c'est qu'à la fin de la bataille, quand il eut l'information grâce à ses pigeons voyageurs, il décide de vendre toutes ses obligations britanniques. À ce moment, tout le monde pense que l'Angleterre a perdu la bataille, que Napoléon a gagné. Tous les courtiers décident donc de liquider absolument toutes leurs positions ayant un lien avec l'Angleterre. La livre sterling se fait complètement éclaté. C'est alors qu'avec tout l'argent récolté, Nathan va racheter toutes les livres sterling pour un prix ridicule. Il aurait réussi à pigeonner tous les courtiers de l'époque. Alors ici, comment il a fait? Quel était son avantage compétitif? Son avantage était d'avoir une information en premier. Avec cette information, il a pu agir en conséquence et gagner énormément d'argent. Autre exemple, disons exemple inventé, admettons, nouvelle pandémie de Covid, tout le monde sait que tout le monde va se ruer sur le papier toilette, moi j'ai cette information, et il se trouve que je cours très vite. Donc je vais au magasin le plus proche, je cours au magasin, j'achète tout le papier toilette, disons qu'il est à 1€ l'unité, et je le revends un petit peu plus cher, disons 1,10€. Donc ce qui va se passer, c'est que tout le monde va arriver au magasin, ils vont dire « Ah, bah désolé, rupture de stock, on n'a plus de papier toilette », et on va voir devant, chala, avec une petite boutique, juste devant le magasin, à vendre le papier toilette un petit peu plus cher. Et à ce moment-là, pas le choix, tout le monde devra m'acheter mon papier toilette à 1,10€, et je ferai 10 centimes de bénéfice par rouleau de PQ vendu. Imaginons maintenant que je fasse ça dans toute la France, parce que je suis vraiment très rapide. À ce moment-là, je vais gagner énormément d'argent, puisque je ferai un bénéfice sur toutes les transactions de papier toilette du pays. Cette technique s'appelle le front-running, et elle est pratiquée par à peu près toutes les grosses institutions financières. Remarque ici, je gagne énormément d'argent, alors qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire ça? Qu'est-ce qui pourrait venir me poser problème? Admettons qu'il y ait quelqu'un qui court beaucoup plus vite que moi. À ce moment-là, le type va faire exactement la même chose, il va courir au magasin, sauf qu'il sera plus rapide, il va arriver avant moi, il va tout acheter, moi je vais arriver derrière, un petit peu après lui, et je le verrai comme ça, ce tocard, juste en face du magasin, avec sa petite étale qui vendra son PQ à 1,10€. Et moi, bah, si je veux continuer ce business, je serai obligé de lui acheter, peut-être vendre 1,11€, quelque chose comme ça. Dans le meilleur des cas, si les gens veulent bien m'acheter à ce prix-là. Dans tous les cas, il m'aura au moins réduit ma marge de 90%. Mais moi, je vais pas me laisser faire. Je vais acheter une voiture, et maintenant je vais y aller en voiture, et pas en courant. Comme ça, j'irai plus vite que lui. Et super, maintenant c'est moi qui arrive en premier, et c'est moi qui peux acheter tous les rouleaux de PQ. Mais le jour suivant, lui, il a remarqué que moi j'étais arrivé avant lui grâce à une voiture. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter un dragster pour aller encore plus vite que moi. Mais je vais pas me laisser faire. Le jour suivant, moi je vais prendre un avion pour aller encore plus vite. Dit comme ça peut paraître un petit peu exagéré, un peu drôle, sauf que dans la réalité, c'est exactement ça ce qui se passe. Ce genre d'escalade aux moyens pour les plus vite possible, c'est vraiment à des échelles de ce type. Un exemple très frappant, ça s'est passé aux États-Unis. La bourse de New York et la bourse de Chicago sont espacées d'à peu près 1300 km. Et ces deux bourses étaient reliées par des câbles internet qui n'étaient pas forcément très droits, qui passaient d'un côté, puis ensuite de l'autre, etc. C'était pas optimisé pour la vitesse. Il y en a qui se sont dit, très bien, nous on va construire un câble, donc sur 1300 km, le plus droit possible pour relier la bourse de Chicago à celle de New York. Donc pour ça les types, ils ont creusé dans les sols, passé à travers des montagnes, foré, donc tout ce qu'ils pouvaient pour arriver à brancher ce câble. Ils l'ont étendu donc sur 1300 km, ça a coûté 300 millions de dollars. Et tout ça pourquoi? Pour passer d'une transmission d'ordre de 16 millisecondes à 13 millisecondes. C'est-à-dire que les types ont dépensé 300 millions de dollars pour gagner 3 millisecondes. Et le pire, c'est que c'était pour eux un super investissement. Dans ce milieu, 3 millisecondes, c'est une éternité. Ensuite, ils ont vendu l'accès au très de haute fréquence, et ça a été un succès. Dans leur tête, c'était exactement ça qu'ils cherchaient. Donc non seulement c'est une dépense qui est complètement dingue, mais en plus, c'est pour eux, c'est rentable. C'était un bon coup. Donc voilà, donc sur l'escalade de la vitesse, on en est à ce genre d'idée. Et ça, c'était il y a 10 ans. C'est bien pire maintenant. Très bien. Est-ce que maintenant, ça veut dire que tous les traders de haute fréquence vont te front-run et prendre ton argent? Pas forcément. Sachant qu'on est extrêmement rapide, comment on peut utiliser ça à notre avantage? Alors ce que tu as ici, c'est un carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est comme ça que sont constitués les échanges. Donc on a ici, tout en haut, on a l'offre
qui est dite ask. Ici, c'est le carnet d'ordre du Bitcoin. Si tu veux acheter du Bitcoin, tu vas pouvoir acheter à ce prix, au prix qu'on voit juste ici. Si tu veux vendre, par contre, ce sera le bid, c'est juste en dessous, et ce sera un prix qui est un petit peu en dessous du ask, forcément. Et l'écart qu'on a entre les deux s'appelle le spread. Très bien. Alors, ici, toutes ces offres d'achat et de vente ont à côté une certaine liquidité. On voit ici la première offre au bid, donc la première offre d'achat, quelqu'un se propose d'acheter 0,34 Bitcoin, à peu près. Ensuite, si moi je veux acheter plus, et ben je vais devoir descendre au prix en dessous. Là, il y a 0,06 qui sont disponibles, et ensuite encore en dessous, et encore en dessous. Très bien. Admettons que je vais acheter 0,5 Bitcoin. On voit que les 4 premiers ordres, je vais devoir les récupérer, parce que la somme totale ici fait pas 0,5, donc je vais commencer par ces ordres-là, et ensuite je vais aller chuter au 5e ordre, qui est juste en dessous, où ici il propose 5 Bitcoin. Moi je veux mes 0,5 Bitcoin, je vais devoir acheter les 4 premiers, et ensuite finir avec le 5e. Bien. Admettons que quelqu'un ait cette information. Alors à ce moment-là, il pourrait décider d'acheter les 5 premiers ordres à ce prix, et au moment où moi j'envoie mon ordre, lui il va acheter avant moi les 5 premiers, et me les revendre ensuite au prix qui est juste en dessous, qui est au 5e prix là, comme ça. Donc il va tous les acheter avant moi, et me les revendre légèrement plus cher. Et moi je pourrais rien faire, puisque j'aurais déjà envoyé mon ordre, et lui il aurait eu l'information, il est beaucoup plus rapide, il achète, et boum, il me revend plus cher. Donc on remarque que cette stratégie ne marche que si tu fais bouger les prix avec ton ordre. Donc ça veut dire acheter avec des ordres qui sont très volumineux. Donc, normalement, comme toi tu trades avec des liquidités qui sont assez faibles, enfin je suppose, si t'es pas une institution, ça devrait normalement pas t'arriver. Maintenant, est-ce que ce business est rentable? Lui ici, c'est Jim Simon. Ce type-là a créé le fonds le plus performant de l'histoire, le fonds Médaillon de Renaissance Technologies. Ça fait 40 ans qu'il est dans le business et ils ont réussi à générer plus de 100 milliards de dollars. Donc c'est un des hommes les plus riches de la planète, hein. Là il pèse à peu près dans les 20 milliards de dollars. Chaque année, grâce à ces techniques, ils arrivent à générer environ 6 milliards de dollars par an. Donc oui, ça rapporte énormément. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu et surtout que t'as appris quelque chose. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.